Hey, bonjour tout le monde, vous êtes sur le francophone avec Yann et Mathieu, avec l'été que l'on a et les chaleurs et même les incendies de forêt qui font feu partout sur la planète. Je pense que c'est un bon moment de parler d'hypothermie. C'est parti. Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Salut Mathieu, comme je le disais en entrée de jeu, je pense que TTM2 est une étude qui est digne de mention, qu'il ne faut pas laisser passer, même si elle date déjà du 17 juin 2021. On a pris un petit peu de vacances. Maintenant, on est prêt pour en parler. Es-tu prêt à en parler avec moi, Mathieu? Ouais, salut Yann, je suis tout à fait prêt. Là. C'est sûr que ça peut sentir un peu le réchauffé, là, vu que c'est une étude qui date de quelques semaines déjà. Mais c'est une étude qui est importante, je pense qu'il faut prendre le temps de la lire, de un. Il faut prendre le temps aussi de l'intégrer dans sa pratique et bien la critiquer pour justement être capable de l'intégrer comme il faut. Là. Exactement. Je pense que lorsqu'on regarde sur le foam, ben, je pense que l'étude a démontré une grande supériorité, peut montrer des éléments importants. Je pense que l'hypothermie thérapeutique est en train tranquillement de s'éteindre, mais on va essayer d'apporter des éléments un petit peu pour voir tous les aspects positifs et négatifs de ça. Donc, effectivement, TTM2, comme tu l'as dit, 17 juin 2021 dans le New England Journal of Medicine, TTM pour Target Temperature Management. Même auteur que TTM1, Nielsen, qui a récidivé. 14 pays, 61 installations. Donc, grosso modo, 1900 patients randomisés pour évaluer l'hypothermie thérapeutique versus la normothérapie thérapeutique post-arrêt cardiaque en dehors de l'hôpital, donc post-OCA. On évaluait deux outcomes principaux. Le premier qui est le décès à 6 mois, toutes causes confondues. Et le deuxième, c'est l'état fonctionnel, le pronostic neuro à 6 mois également. Peux-tu me parler un peu des critères d'inclusion et exclusion de l'étude? Oui, dans le fond, pour être inclus dans l'étude, il fallait avoir un ROSC, là, donc un Retour au Spontaneous Circulation, je m'excuse, ça va être le terme anglais, qui est soutenu plus que 20 minutes. Et il fallait, entre le moment qu'on avait un ROSC puis la randomisation, être en bas de 180 minutes. Puis il y a les critères d'exclusion qui sont quand même assez importants. Les arrêts cardiaques étaient devant aucun témoin avec une asystolie ou un rythme non choquable étaient exclus d'emblée de l'étude. Donc ça, c'est un point qui est important à se rappeler. Oui, intéressant en effet. Important de savoir que pour le groupe de médecins traitants, naturellement, ils n'étaient pas à l'aveugle. Hein. C'est important pour eux de savoir si le patient était en hypothermie ou non. Par contre, pour le groupe qui faisait la pronostication neuro, eux étaient à l'aveugle. Donc, le groupe thérapeutique, hypothermie thérapeutique est refroidissé à 33 degrés les patients et le groupe normaux restait à 37,5. Et s'il devait aller en haut de 37,8, alors il refroidissait. Fait à noter, la moitié des patients dans le groupe normothérapie ont dû être refroidis, mais refroidis à des valeurs entre 36,5 et 37,7. Première pronostication neuro se faisait à 96 heures. On en reparlera là. C'est peut-être un peu rapide, mais c'était quand même protocolisé. Donc, quand même pas si mal à ce niveau-là. Et les résultats ont été quand même intéressants. Donc, pour les résultats de l'étude, on s'est rendu compte que pour le premier outcome, les décès à 6 mois, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Donc, c'était 50% de décès dans le groupe hypothermie versus 48% pour le groupe normothérapie. Et pour l'état neurologique fonctionnel, à 6 mois, même pourcentage, donc 55% d'atteinte neurologique là, avec le Rankin Scale là, qui était de 4 à 6. Donc, c'était de modérément à sévère à la mort au niveau des atteintes neurologiques. Il y a quelques résultats qui m'ont un petit peu interpellé lorsqu'on regardait les groupes, lorsqu'on comparait les deux groupes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu, là, mais j'ai vu des trucs qui étaient extrêmement spécifiques, qui peut être une bonne chose et une mauvaise chose. Puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, mais juste avant, je vais juste donner ceux qui sont dignes de mention. Donc, 80% des patients étaient des hommes. Il y avait ce qu'on appelle les témoins bystanders, donc ceux qui témoignaient de l'arrêt cardiaque, qui étaient 91 à 92% des cas d'arrêt cardiaque qui ont été sous témoin. Et il y a 80% à peu près des patients qui avaient un RCR débuté rapidement. 70 à 75% des patients avaient un rythme choquable. Le ROSC était d'à peu près en médian de 25 minutes. Mais ce qui est le plus intéressant, ce qui est le plus important, je pense, à retenir, c'est les caractéristiques cliniques à l'admission de ces patients-là.
Alors, lorsque les patients arrivaient, il y avait quand même des paramètres biochimiques intéressants et très bien. Donc, des pH à 7,2 en moyenne, des lactates à 5,9. 70 des patients avaient des réflexes pupillaires encore préservés et il y avait seulement 30 des patients qui démontraient des signes d'instabilité hémodynamique, donc de choc. Pour ce qui est des paramètres, des événements indésirables, ben, il y a uniquement l'arythmie qui est venue être démontrée comme étant significative dans le groupe hypothermie, le 24 versus 17. Contrairement à d'autres études qu'on avait vues, les saignements, les pneumonies, les sepsis, c'était égal des deux côtés. Tu as raison, c'est important de le mentionner parce que tu disais que c'est un pour, c'est un contre, ça dépend comment tu le vois, mais euh, dans le fond, cette étude-là a littéralement sélectionné ses patients d'un sens. Donc, on a une population très spécifique. Euh, que ce soit bien ou mal, c'est juste qu'il faut l'interpréter, il faut rentrer ça dans notre schéma quand on va l'interpréter dans notre pratique, la mettre en place. Parce qu'à la base, ça, je tiens quand même à le préciser, c'est une étude qui est très bien faite, méthodologiquement, statistiquement, les protocoles étaient bien montés. Donc, c'est vraiment une très bonne étude côté de méthodologie. Absolument. Ceci étant dit, le fait que tu as 90% et plus de patients qui étaient devant témoins, que 80% des témoins ont amorcé des manœuvres, puis que 75% étaient en rythme chacun, ça, c'est une population que je vais t'avouer qui est... en tout cas, moi, c'est pas la population que je vois dans ma pratique, que j'ai sur mon territoire. Est-ce que ça pourrait être reflété par la situation géographique, hein? Parce qu'on sait que c'est une étude qui était peut-être plus européenne, puis on sait qu'en Europe, elles sont très avancées en système préhospitalier, en prise en charge rapide. Il y a peut-être plus de défibrillateurs qui, un peu partout au Québec, les RCR sont peut-être un peu plus intégrés dans le cursus général de la population au niveau de l'éducation. Peut-être pas nécessairement le cas ici. Donc, c'est vraiment, mais c'est une population spécifique d'arrêt cardiaque. Tu sais, je sais pas toi, Yann, là, mais moi, c'est pas la majorité que j'ai devant témoins avec des manœuvres amorcées par les témoins qui ont un rythme choquable à l'arrivée. Non, exactement. Puis quand on regarde des places comme par exemple le Canada, le Québec, l'Australie, les endroits qui font beaucoup d'études sur la réanimation, les densités de population sont pas du tout les mêmes qu'en Europe. La densité de population au kilomètre carré et le nombre d'hôpitaux au kilomètre carré est pas le même également. Donc, pour nous, à certains endroits au Québec, si on sort, par exemple, de l'île de Montréal et de la couronne nord et la couronne sud, ben, les hôpitaux sont beaucoup plus loin, donc on ne peut pas avoir un temps d'intervention aussi rapide que ça. Quand on regarde que les patients avaient des lactates à 5,9 et des pH à 7,2, ça veut dire que la réanimation a été prise très rapidement, puis la perfusion a été maintenue et atteinte très, très, très rapidement. Je parle pas du ROSC, là, mais je parle du fait de maintenir la perfusion par les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire. Ça me ramène à penser que lorsqu'on avait évalué TTM1, il y avait un élément qui est important que j'ai pas retrouvé à date dans TTM2, probablement qu'on peut l'avoir si on communique avec les auteurs, mais lorsqu'on regarde les vieilles études de 2000, les études de Haka et ceux de Bernard, ce qui démontrait, c'est que le temps pour amorcer la réanimation cardio-respiratoire était à peu près 8 minutes à l'époque. En 2013, avec TTM1, c'était 1 minute. Donc, on voit tout de suite qu'il y a une méchante différence et c'est probablement l'amélioration des services préhospitaliers, de la formation de la population en général qui sont capables de commencer des manœuvres de réanimation. Donc, ça joue pour beaucoup et ça jouait pour beaucoup à l'époque. J'imagine que c'est la même chose vu qu'on a 80% de bystander CPR qui appellent là, dans l'étude de TTM2. Puis effectivement, Mathieu, les patients que nous, on reçoit, moi, des lactates à 5,9 après 25 minutes d'arrêt cardiaque, c'est extrêmement rare que je vois ça. En général, on est pas mal plus dans le 10, 12, 15 et plus. Là. Donc, je pense qu'il y a une vraie grosse différence puis une sélectivité de ces patients-là qui vient créer une protocolisation de l'hypothermie thérapeutique qui peut être différente un peu des patients que nous, on peut avoir. Tu as tout à fait raison, Yann. Puis ça, mais c'est ultra important de saisir ce point-là, que l'étude, que la population à l'étude dans TTM2, elle est bien sélectionnée. Ça peut être un biais on peut le voir comme un biais de sélection, mais en même temps, c'est que ça nous permet, dans le fond, de nous dire que les résultats vont être applicables chez les patients en arrêt cardio-respiratoire hors hospitalier devant témoin avec un rythme choquable, avec des manœuvres amorcées rapidement. Ça, clairement, les résultats de TTM2 s'appliquent à cette population-là. Absolument. Puis, le fait qu'ils ont exclu les arrêts cardiaques sans témoin en asystolie, ce que l'on a beaucoup, effectivement, des fois, sont durs à ramener, mais lorsqu'on réussit à les ramener, ben, ou bien on se dit que ces patients-là peuvent
mériter une hypothermie thérapeutique, ou bien on peut se dire que ben on peut pas appliquer TTM2 et cette logique-là en fonction de ça parce que le patient qui a devant nous, ben c'est pas du tout le patient qui a été évalué dans TTM2. Moi, je lève mon chapeau là, à Nielsen là, pour cette étude-là. C'est vraiment une étude extrêmement intéressante, extrêmement bien faite. Je ne sais pas, lui, qu'est-ce qu'il pense de l'hypodermie thérapeutique, mais TTM1 et TTM2, ça se ressemble beaucoup. L'étude 1800 patients et plus, quand on pense à Oka, il y en avait à peu près 200, TTM1 à peu près 900. Donc, c'est solide, c'est bien fait, mais je me demande si lui n'a pas un biais de sélection contre l'hypothermie thérapeutique, mais là, je divague un peu, là. Sauf que j'ai un peu de misère à balayer du revers de la main l'efficacité de potentiel, je devrais dire, de l'hypothermie thérapeutique. Fait juste penser aux patients qui tombent dans l'eau glacée, les enfants surtout, qui peuvent vivre pendant des longues périodes vivre, en fait, d'être décédés dans le fond de l'eau pendant une longue période et qu'on peut les réanimer et qu'ils reviennent à eux. Toutes les expériences qui ont été faites avec Peter Safar là, entre les années 60 et 80 sur les chiens, où est-ce qu'on faisait les techniques de cold Arctic flush, qu'on envoyait du salin à 4 degrés Celsius qui gardait le cerveau à peu près à 10 degrés Celsius pendant 45 minutes et que ces animaux-là revenaient à la vie sans aucune séquelle ou très peu de séquelles. J'ai l'impression que on focus beaucoup sur l'hypothermie thérapeutique modérée versus la normothérapie, mais je ne serais pas capable de dire que l'hypothermie n'a pas sa place. En tout cas, personnellement, je suis totalement d'accord avec toi. TTM2 va venir modifier ma pratique de beaucoup pour ces patients-là. Pour le reste des patients, je vais avoir de sérieux questionnements à me faire, moi et l'équipe avec qui je travaille, pour savoir si on se permet de refroidir. Mais il me semble qu'un patient qui a été en arrêt beaucoup plus longtemps que 25 minutes, qui n'a pas eu de rythme choquable ou qui a eu de la systolie, par exemple, pour une longue période, et qui n'a pas les paramètres biochimiques comme on a vu, je vais être tenté de peut-être de le refroidir encore. Je pense qu'il y a d'autres études qui doivent venir. On va voir ce qui va arriver, mais j'espère qu'un jour, on va avoir une étude qui va englober tous ces types de patients-là, cardiaques, non cardiaques, choquables, non choquables, durée courte, durée longue, paramètres biochimiques de qualité ou exécrables, puis faire un genre de melting pot de tout ça, puis aller ressortir dans les sous-groupes qu'est-ce qui est bien à faire. Moi, c'est comme ça que je le vois, cette étude-là. TTM2. Super étude. Ben, je vais dans le même sens que toi. TTM2, là, c'est une étude forte, c'est un game changer selon moi. Là, ça vient vraiment assir là, le fait que l'hypothermie euh, thérapeutique, c'est pas une avenue selon moi chez les arrêts cardiaques hors hospitalier devant témoin avec un rythme choquable. Moi, pour moi, TTM2 vient cristalliser un peu ça. C'est les autres que là, je vais t'avouer, je le sais pas. TTM2 répond pas à cette question-là. Est-ce qu'il y a un bénéfice, pour être franc? Je le sais pas. Tu parlais des chiens de safari qui s'étaient fait extrêmement rapidement. Est-ce qu'il y a un bénéfice à faire ça chez des patients qui sont en rythme non choquable, non devant témoin? Je vais t'avouer, on le sait pas. Il y a certaines données qui pourraient nous penser à dire oui. Fait que là, c'est une discussion, comme tu as dit, en équipe. Il faut juste faire attention, hein, TTM2, puis que ce soit, peu importe la cause de l'arrêt cardiaque, hein. On sait que refroidir, ça cause des arythmies. Dans TTM2, c'était un NH de 13 là, que j'avais calculé à peu près. Donc, c'est pas bénin. Ça n'a pas nécessairement amené plus de mortalité selon ce qu'on voit dans TTM2. C'est juste qu'il faut quand même être au courant de ça. Il faut prendre les mesures en conséquence si on décide de le faire. Euh, fait je vais t'avouer qu'il y a une portion des arrêts cardiaques qui selon moi, n'a pas été répondue. Puis c'est sûr, puis ça, on l'a pas dit d'entrée de jeu, mais les arrêts intra-hospitaliers ont été littéralement exclus de TTM2. C'est sûr que ça, hein, tu le sais comme moi, puis les auditeurs savent comme moi, c'est une bête qui est totalement différente, hein. C'est pas les mêmes causes de mortalité intra-hospitalière qu'extra-hospitalière. Fait que ça, est-ce qu'il y aurait un bénéfice à refroidir ces patients-là? Je vais t'avouer, je le sais pas, puis ça dépend aussi de la pathologie, hein. C'est la fin du processus pathophysiologique qui amène le patient en arrêt cardiaque intra-hospitalier. Fait que peut-être qu'il y a des patients qui pourraient en bénéficier, surtout dans le contexte intra-hospitalier, ça va se faire très très rapidement. Il y en a qui, selon moi, n'en bénéficieront pas. Fait que ça va vraiment d'individualiser le choix de partir cette thérapie-là ou non.
c'est pas un one size fit all ici. Puis un des derniers points, je pense, qui est digne de mention avec TTM2, là, puis c'est ce qui ressort beaucoup selon moi, là, c'est à quel point ça prend un système de préhospitalier, de premier répondant qui est fort. Hein. Donc, que ce soit des défibrillateurs qui soient disponibles partout, que ce soit de la formation RCR qui soit intégrée même au secondaire ou l'équivalent, afin qu'on ait le plus de monde possible qui soit apte à faire du RCR, utiliser un défibrillateur, puis qu'il y a des défibrillateurs à portée de main rapidement. Que ce soit même aussi, il y a des applications là, qui sont en train d'être développées pour être capable de localiser un défibrillateur le plus proche possible. Donc moi, c'est surtout ça que je retiens là, du fait qu'il y a 90% devant témoin, avec 80% de RCR devant témoin, par les témoins. Ça, selon moi, c'est un signal fort vers un système préhospitalier qui est important. Donc c'est vraiment dans cette chaîne de survie-là. Puis encore une fois, ça démontre à quel point les Européens sont en avance sur nous. Hein. Chapeau à tous nos auditeurs européens. Et à quel point au Québec, on a pas des croûtes à manger, mais on a besoin de s'améliorer là-dessus. Fait que c'est un peu ça, je pense, moi. C'est de même que j'intègre un TTM2 qui est une excellente étude. Tu poses d'excellentes questions, Mathieu, puis j'espère qu'on va vous entendre sur Twitter. Alors, j'espère que l'épisode vous a plu. Ça vous a peut-être donné le goût d'aller lire l'étude ou d'aller voir un peu ce que, pour les plus jeunes docteurs, TTM1, même Haka et Bernard, en 2002, a démontré, et même lire sur les chiens de safari. Vous allez voir, c'est fascinant, toutes ces choses-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses encore à faire là-dedans. Alors, merci beaucoup, Mathieu. Merci d'avoir été là. Merci à toi, Yann. Merci tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin d'été. Amusez-vous bien, profitez du beau temps et faites attention à vous. Certains pays sont pris dans la 4e vague. Nous, on est encore un peu épargnés. J'espère que ça va bien aller pour le reste de l'automne qui s'en vient. Et si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez nous rejoindre sur toutes les plateformes habituelles, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, YouTube. Ciao, à la prochaine. Attention à vous autres. Bye. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.